Donc on accueille nos deux invités, que vous pouvez voir à ma droite. Donc Terence, donc vice-président du Café des Sciences, ancien ingénieur de recherche en neurobiologie à l'Institut Curie et fondateur de l'Exploratoire, qui est un incubateur de la culture open science. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été créé le court-métrage Cell World, c'est ça? Donc, super. Cell World, dont on peut mettre le lien dans le chat, hein, si vous voulez bien. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur de la culture open science? Alors, c'est pas au sens Startup Nation du terme, c'est vraiment au sens, c'est un incubateur associatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se place à l'interface entre la recherche, les scientifiques, la complexité du monde, et les autres publics qui en ont besoin. Donc les médias, peut-être plutôt Étienne qui va en parler, et le grand public, les entreprises, les centres d'art, les musées, etc. Pour vulgariser les sciences, mais en étant vraiment au plus proche de la recherche. D'où le côté open science, qui est important pour nous. Mais ça reste associatif. Voilà. D'accord. Et donc à ta gauche, on a Étienne Ledelay, qui est journaliste scientifique, qui a travaillé notamment pour le magazine Sciences et Santé de l'INSERM, Sciences et Vie, pour l'Esprit Sorcier, et aujourd'hui tu es rédacteur pour le CNES, et cofondateur du Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube de vulgarisation des sciences de l'univers. Oui. C'est bon? J'ai tout bon? Yes. Il y a tellement de trucs à dire que c'est bon. C'est bon, j'ai fait mon taf. Ce genre de personnes prolifiques qui ont tout fait dans leur vie. Ouais. Pas du tout. Non, j'exagère. Bref. Donc, Sense of Wonder et le court-métrage Cell World, ce sont deux initiatives qui ont le point commun de mettre en valeur l'émerveillement, d'utiliser l'émerveillement pour intéresser les gens aux sciences. Donc c'était volontaire, c'était un outil en fait. Pour vous, l'émerveillement, c'est un outil pour que les gens s'intéressent aux sciences. Oui. Je sais pas. Oui, je vois ça un petit peu comme un outil de médiation scientifique. En fait, par rapport à quelque chose, j'ai l'avantage en faisant dans les sciences de l'univers sur le Sense of Wonder et dans mon travail, d'avoir un milieu, le spatial, l'astrophysique notamment, ou l'exobiologie par exemple, qui évoque beaucoup d'immensité en termes d'espace, en termes de temps aussi, des âges géologiques, tout ça. Et il y a une curiosité de la part du public par rapport à certaines questions existentielles. Et en tant que scientifique, on essaie justement d'y répondre, d'apporter des éléments de réponse avec notamment la science-fiction, je trouve, parce que le Sense of Wonder justement vient d'une expression de science-fiction qui signifie le sentiment d'émerveillement. Et je trouve qu'il y a en particulier à une époque, une recherche de ce sentiment de satisfaction, de curiosité, de prise de recul, de sentiment de vertige, grâce soit purement à la science-fiction, sur l'immensité de l'univers, ou alors de façon plus pragmatique sur les sciences, sur l'émerveillement par la découverte scientifique et technologique. Donc la science-fiction a été très riche en la matière, et justement sur le Sense of Wonder, on fait en sorte d'utiliser ça pleinement pour susciter l'émerveillement des gens et les intéresser à ces sujets-là. Même comme ça, même s'ils n'ont pas forcément tout compris, parce que parfois ce sont quand même des sujets d'astrophysique assez poussés, ils ressortent avec un sentiment d'avoir compris, d'avoir apprécié, d'avoir reçu quelque chose. Je trouve que c'est toujours gratifiant d'avoir le sentiment d'avoir appris quelque chose. Et donc même si on comprend pas tout, avoir eu ce petit plus, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est plaisant et qui fait que éventuellement on y reviendra plus tard. La prochaine fois qu'on croisera ce sujet-là, ça nous semblera plus familier. Alors ça, c'est possible avec les sciences de l'univers, mais est-ce qu'on peut susciter cet émerveillement pour toutes les sciences?
Ça dépend des sciences, effectivement, ça peut être plus compliqué. Je trouve que la biologie s'y prête quand même très bien, parce que c'est quelque chose qui nous concerne, qui nous touche assez facilement. Mais après, par exemple, avec la chimie, on peut faire déjà la biochimie, qui pareil nous concerne aussi, où on peut miser sur le côté très visuel de la chimie pour faire... D'ailleurs, Brusicor, pour ceux qui connaissent Brusicor, tout à fait. Rémi Brusicor, qui est un ami et qui est chimiste, enfin technicien, mais bref, on s'en fout, utilise beaucoup l'émerveillement pour donner des bonnes... pour impressionner, pour avoir cet effet waouh finalement que vous utilisez un peu aussi d'ailleurs, j'ai l'impression, dans vos productions. Oui. En tout cas, je sais pas si c'est pas conscient, ça marche chez moi. Voilà. Et alors, Terence, vous utilisez donc comme un levier, mais pourquoi pensez-vous avoir besoin de ce levier pour intéresser les gens ? Ah ouais, le levier des émotions, que nous on utilise beaucoup, on en parlait, c'est parce qu'on pense que aujourd'hui, juste donner l'accès à la connaissance, ça suffit plus du tout, et on a une vraie limite qui est le modèle déficitaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les sciences du partage de l'information, où on se voit, ce modèle déficitaire dit que c'est pas parce qu'on ajoute de plus en plus de connaissances et qu'on ajoute de plus en plus l'accès à cette connaissance-là que les gens vont forcément bien l'utiliser. Et aujourd'hui, on le voit avec les sphères complotistes, conspirationnistes, que ce sont eux qui vont chercher le plus d'informations, qui s'intéressent le plus à avoir des informations, etc. Et ça suffit pas forcément à être dans la vérité ou pas. Et donc du coup, nous, on a été voir plutôt du côté de l'émotion, donc ce fameux émerveiller pour sensibiliser, qui fait aussi plein de choses intéressantes, puisqu'on va chercher aussi plutôt dans l'inconscient, peut-être des choses qui sont quasiment du neuromarketing, mais il faut aussi faut oser l'utiliser, surtout pour des bonnes choses. Et donc nous, on aime bien le mettre à l'intérieur de nos productions. Comme ça, on pense que le fruit de la recherche, on peut le valoriser d'une autre manière, de montrer que les images que nous on montre, par exemple dans le documentaire Cell Words, vont être, elles peuvent s'allier, quand on parle d'émotion, c'est qu'elles vont s'allier à une narration qui va être plus philosophique, peut-être plus introspective, à une musique qui va porter tout ça, etc. Et donc on est plus loin que juste ouvrir et partager une connaissance, mais on va vraiment avoir toutes sortes de paquets cadeaux autour, pour la rendre plus comestible, que les gens aient plus envie de la consommer, quoi. Ouais. Alors, je peux tutoyer ? Bien sûr. Okay. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que maintenant, on a accès à l'information. Donc, Internet a cassé le monopole de la connaissance. Avant, la transmission de la connaissance était descendante. Maintenant, elle est horizontale. Est-ce que vous pensez que c'est positif ? Je ne sais pas qui veut... Oui. On se fait une balle l'un après l'autre. On va faire mon stand. Ouais, c'est très bien. Oui, tout à fait. Je trouve que, justement, par exemple, j'aime beaucoup Wikipédia. Je sais qu'elle est régulièrement critiquée pour son côté participatif. Mais par exemple, j'aime beaucoup cette encyclopédie parce que, même si à un temps T, on peut trouver des erreurs, justement, elle se corrige assez vite. Il y a une communauté des communautés d'ailleurs qui sont très actives, qui font que l'encyclopédie est mise à jour en permanence, corrigée, ajoutée, et qui en cela elle est même parfois plus fiable qu'un article d'encyclopédie que vous prendriez, que vous liriez d'il y a peut-être, je sais pas, 40 ans ou quelque chose comme ça. Les savoirs ont évolué et Wikipédia rend compte de ça, et d'ailleurs toutes les modifications sont vérifiables. Donc déjà il y a ça, et puis bien sûr pour YouTube que je connais le plus, je trouve qu'il y a il y a certes beaucoup d'initiatives de gens qui se sont dit j'ai voulu lancer ma chaîne sur ce sujet parce que ça me plaisait, donc j'ai eu envie de faire ça. Mais globalement, j'ai l'impression, et je crois que c'est ce que donnaient les résultats de quelques études réalisées par Tania Louis, que la plupart des vulgarisateurs sur YouTube sont en fait des professionnels qui ont eu une formation supérieure dans le domaine qui vulgarise. Je crois que c'est de l'ordre de, un peu plus de 50%, 50 à 75%. Des gens qui ont une formation dans la matière, qui décident de vulgariser. Donc c'est
c'est peut-être une démarche un petit peu différente. Là, on est plus davantage sur un modèle où une personne est experte dans le domaine qu'elle vulgarise, ou au moins a une formation initiale. Donc je trouve que c'est en tout cas en termes d'accessibilité, YouTube a donné à la vulgarisation scientifique une plateforme absolument remarquable. On a des chaînes qui ont des dizaines, des milliers, parfois des millions d'abonnés en vulgarisation scientifique, à proprement parler. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que même si YouTube est régulièrement critiqué par les vidéastes pour un certain nombre de choses, si on avait voulu faire une plateforme vidéo entièrement dédiée à la vulgarisation scientifique, on n'aurait pas pu. On aurait eu beaucoup plus de mal à trouver notre public, alors que sur une plateforme où il y a en fait de tout, là on a vraiment réussi à se trouver une place. Et c'est là où je trouve que il y a une véritable communauté en fait qui s'est créée, tant au niveau des créateurs qu'au niveau des consommateurs de vulgarisation scientifique. Les commentaires sont toujours très actifs, les gens s'échangent des informations, dans les commentaires, des contacts. Alors je sais pas, parce qu'en général ils disent pas beaucoup d'informations sur leur profil, mais plutôt sur les retours sur les vidéos, sur les questions qui se sont posées. Ils se sont dit tiens, moi ça m'a intéressé, du coup j'ai passé 1 heure de plus en fait à creuser le sujet que vous venez de me présenter, et j'ai trouvé que en fait je m'attendais à ce que ce soit par exemple l'article Wikipédia soit assez facile, et en fait vous avez bien mieux vulgarisé le sujet que ça fait évidemment très plaisir. Donc j'ai l'impression que encore lorsqu'on était à quelques milliers d'abonnés, on touchait encore plutôt un public, on pouvait encore dire qu'on pouvait toucher un public de niche, mais aujourd'hui le Sense of Wonder c'est 170 000 abonnés. Aujourd'hui, on a réussi vraiment à toucher un public large qui s'intéresse pas seulement aux sciences de l'univers. C'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a en fait tout un public qu'on a réussi à trouver et qu'on a pu s'échanger en fait aussi entre vidéastes en créant des collaborations, aussi par les simples recommandations de YouTube. Des gens regardent tel autre type de vidéo, donc c'est pour ça YouTube, ça fait 7 ans qu'on y est maintenant. J'ai beaucoup apprécié pouvoir travailler avec Sébastien Carassou, avec qui j'ai cofondé la chaîne, puis avec tous les collègues vidéastes. Je trouve que c'est un beau modèle de collaboration. Terence, tu es d'accord pour dire que finalement les gens sont intéressés par la science ? Non. La preuve, YouTube. Non. Ah ouais. Non, pour nous, ça pose la question en fait, de l'incarnation du spectateur, enfin de la personne à qui on s'adresse directement. Quand je parle d'incarnation, c'est à quel point la personne va réussir à se projeter dans le contenu qu'elle regarde, dans les personnes qu'elle regarde. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une des fractures aussi par rapport à la science et à la recherche, c'est que les lieux qui sont associés à la recherche, je ne sais pas, l'université, un institut de recherche, etc., voire même la Cité des sciences, peuvent paraître distants pour certains publics. Et du coup, même s'il y a des initiatives au sein de ces structures-là, elles ont du mal à aller plus loin, etc. Et donc, ce qui est vraiment super intéressant avec Internet, et nous aussi, on était sur le terrain des musées, des centres d'art digitaux, enfin d'art digital, pour les centres, c'est qu'on pouvait toucher des publics totalement nouveaux et qui n'avaient pas besoin d'incarner le lieu pour oser rentrer, tu vois. Des fois, il y a des gens qui se disent c'est une université, mais je vais pas. C'est pas pour moi. Je vais pas oser rentrer, tu vois. Je sais même pas comment c'est à l'intérieur, enfin, tu vois. Et du coup, voilà, avoir ces nouveaux terrains. Internet, ça c'en est évidemment un, mais savoir aussi utiliser les codes des réseaux sociaux, c'en est aussi un autre. Et d'aller dans d'autres lieux. Ça, c'était ultra important pour que la science s'ouvre à des nouveaux publics. Ouais. Ça me rappelle beaucoup l'initiative Planet of Science à ce niveau-là, qui a exactement ce but-là. Je ne sais pas si tu as déjà bossé avec eux ou pas. Non, mais je vois très bien ce que c'est. Peut-être on peut peut en parler rapidement. En plus, j'ai été bénévole pour Planet of Science il y a quelques temps. Et je reviens l'année prochaine, promis. Mais Planet of Science, c'est une initiative qui a été lancée par Elodie Chabrol à la base, qui a pour concept, en gros, de ramener les scientifiques
dans des endroits à la cool, typiquement des bars, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'où le nom Pint of Science. Voilà une pinte de science, littéralement. Ouais. C'est un concept anglais à la base qui a été exporté en France, puis dans une trentaine d'autres pays maintenant. Mine de rien, ça commence à être gros ce machin. Et le concept, c'est vraiment littéralement d'avoir une discussion entre des personnes qui sont des chercheurs, vraiment, qui sont des gens de science, dans des bars, autour d'un verre, de ce que vous voulez, je ne juge pas ce que les gens boivent, pour un petit peu casser cette tour d'ivoire, ce que tu mentionnais finalement tout à l'heure. Ce côté un petit peu, c'est des chercheurs dans des labos froids, je vais pas rentrer, c'est pas pour moi. Peut-être que si en fait, et au moins ça permet d'avoir un discours direct et de voir que les chercheurs c'est des vrais gens en fait, faut pas croire. Donc c'est ça Pint of Science, et c'est annuel, c'est un festival tous les ans sur 3 jours seulement, c'est pas quelque chose de continu, c'est vraiment ponctuel. C'est typique, enfin c'est 3 jours en mai, un lundi, un mardi, un mercredi en mai. Et c'est partout en France. Il y en a probablement près de chez vous, clairement. Disons-le, statistiquement. Alors, si vous habitez au fin fond de la Creuse, je dis pas. Et encore, parce qu'il y en a à Limoges, mais c'est vrai. Il y a une fac de pharma à Limoges, une fac de médecine, donc c'est une grande ville. Voilà, c'est mes critères pour connaître les grandes villes. Une fac de pharma. Mais pour revenir sur c'est pas pour moi. Alors, en préparant l'émission, j'ai découvert l'existence d'un classement international qui s'appelle le classement Teams. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros, on évalue. Non, TIM2S, je crois. Le principe, c'est d'évaluer le niveau en mathématiques et en sciences de manière générale des élèves à la fin de l'enseignement obligatoire de chaque pays. Et les Français en étaient avant-dernier, avant le Chili, au monde. Au monde. Et c'est-à-dire qu'il y avait toute l'Europe au-dessus. Ah oui, les pays asiatiques sont loin au-dessus. Et donc je me suis un petit peu intéressée à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, à la différence de beaucoup d'autres pays, on n'a pas de club scientifique à côté de notre enseignement global. Donc en fait, ils ont fait quand même des sondages auprès des élèves à la fin de leurs études pour voir s'ils étaient intéressés par les sciences. Et oui, ils étaient intéressés par les sciences, mais simplement ils ne les ont pas apprises autant qu'il aurait fallu pour être plus intéressés par la suite. Et donc ça m'a mené à me poser la question, finalement, est-ce que le fait d'avoir été sensibilisé aux sciences quand on était jeune, c'est un impondérable en fait pour être intéressé par la suite, à votre avis? Je pense que c'est comme tout. Oui, globalement, on est plus sensible et plus réceptif quand on est jeune, à tout. Mais est-ce que c'est trop tard quand on est quand on est adulte, non, surtout pas, jamais. Non, c'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et justement, c'est ce que j'aimais bien faire avec le Sense of Wonder, c'est que je ne m'adresse pas uniquement à un public jeune. En fait, on part des bases de la vulgarisation ou de ce que les gens connaissent en science-fiction, de ce qui fait plutôt partie de la culture générale. Par exemple, en gros, si vous avez un niveau de science de niveau seconde, il n'y a pas de problème, normalement vous comprendrez tout. Mais mais je fais en sorte que toujours dans les épisodes, il y ait un apport de connaissances de niveau universitaire. Comme ça, si vous ne connaissez pas un sujet, vous voulez en apprendre plus, vous allez pouvoir sortir un petit peu de ce qu'on voit couramment dans la vulgarisation scientifique, le traitement qui est toujours parfois un petit peu le même, parce qu'on a tendance à rester à un niveau, d'éviter de passer à un niveau post-bac qui du coup fait perdre plus de la moitié des gens, au niveau scientifique en tout cas. Donc on part des bases, certes, mais on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Et je trouve que ça permet lorsqu'on est adulte et qu'on a justement soif de connaissances, c'est difficile après une journée de travail de rentrer, d'ouvrir et de se dire je vais faire un petit livre d'astrophysique. Ça peut être un petit peu ardu pour commencer, alors que en commençant avec une vidéo ou deux sur les trous noirs, chacune fait 15-20 minutes.
c'est beaucoup plus facile du coup de trouver au moins des premières marches en fait pour apprendre un sujet. Et donc ça marche très bien, qu'on soit jeune adulte ou alors adulte sur le marché du travail. Donc, parce que finalement c'est dur sur YouTube ou sur Twitch de s'adresser à tout le monde. Tout le monde a un background différent, un niveau différent. Donc c'est difficile de s'adresser à tout le monde de la même façon et de garder tout le monde en fait. Je te vois noter des questions. On note un pas, peu. Il y a des sujets que j'aimerais aborder, mais je ne voulais pas interrompre le sujet en cours. Ouais. Mais il y a notamment le fait que là, on a beaucoup parlé de vulgarisation finalement, et c'est normal, un peu c'est votre métier finalement. Mais voir le rapport science-société se présenter comme essentiellement un rapport hiérarchique entre des savants, enfin des sachants plutôt, et des gens qui consomment, je trouve ça un peu dommage. Donc à quel point est-ce que vous êtes au fait des autres méthodes? Je pense notamment aux sciences participatives que j'ai en tête depuis le début et dont j'ai envie de parler à un moment. Vous faites surtout de la transmission, enfin toi Étienne, tu fais surtout de la transmission genre de tes connaissances au public, et ce qui est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que tu t'es déjà un petit peu essayé à d'autres formats un peu plus horizontaux justement? Parce qu'on parlait du côté horizontal, mais c'était essentiellement un côté horizontal des créateurs. C'est pas tellement un côté horizontal du public sur YouTube. Oui, tout à fait. Le public, il reste essentiellement... c'est un poil moins vrai sur Twitch parce qu'il y a de l'interactivité, mais ça reste beaucoup la transmission de ici vers là-bas. Bonjour. Et c'est vrai pour Terence aussi, parce que je connais beaucoup moins ce que vous faites au niveau de l'exploratoire à ce niveau-là, si vous faites des choses. Je vais répondre d'abord, peut-être. Mais c'est un sujet qui m'intéresse du coup. Écoute, moi déjà en tout cas sur YouTube, ce qu'on a fait d'ailleurs dès le tout premier épisode, c'est que les gens pouvaient nous poser des questions et on y répondait dans l'épisode suivant. Donc de ce côté-là, il y avait une interactivité, au moins on faisait un peu le service après-vente. Par rapport plus simplement à répondre dans les commentaires. Et au départ, d'ailleurs ça marchait plutôt bien. Hein. Parfois on a eu des vidéos de réponses qui ont fait plus que la vidéo, plus de vues que la vidéo de base. Les mystères de YouTube, parfois on comprend pas. Voilà, donc déjà on a fait ça dès le début. Et après, j'avoue, au niveau de sciences participatives, je me suis encore jamais essayé. Mais j'avais eu l'idée il y a quelques années déjà, peut-être bien 5-7 ans, qu'on fasse des vidéos, qu'on fasse des soirées. C'est peut-être Sébastien qui l'avait proposé, je ne sais plus, mais d'identification de galaxies. Parce qu'il y a un site qui permet de faire ça à partir d'images de véritables images de télescope, et on propose au public de les classer en fonction des formes, de façon pour les fois où ces formes et ces couleurs sont un petit peu trop ambiguës pour l'intelligence artificielle. Donc en gros, on fait participer le public à cette identification là, et après les chercheurs font derrière une revérification bien sûr, hein, mais c'est une façon en fait de faire participer directement le public à la production de connaissances. Je trouvais que c'était un petit peu difficile même en tant que passionné de se mettre tout seul sur un ordinateur et d'enchaîner les galaxies. Mais je me suis dit que justement si on le faisait en ligne sur le Sense of Wonder, ça pourrait donner quelque chose d'un peu plus sympathique. Avec tout le monde qui le fait ensemble, en collaboration. Voilà. Je sais que par exemple ça se fait aujourd'hui sur Wikipédia. Ce qui est une très bonne initiative, mais voilà, j'avoue que j'avais pensé à ça sur le Sense of Wonder. Ok. Oui, je peux enchaîner. Alors on pourra parler de recherche participative, moi je pensais à une autre partie qui nous, explorateurs, nous intéresse encore plus. Et pour ça, il faut juste que je remette un peu en contexte. Quand on parle d'open science, c'est se questionner sur, une fois qu'on a créé un contenu scientifique, une publication scientifique, avec une équipe qui a travaillé dessus, etc., qui a sorti des résultats. Dans un journal scientifique, voilà, c'est ça, vraiment. Vulgarisation, tu parles d'une production unitaire de connaissances scientifiques. Voilà. Un PDF moche de science. Un article, plus vulgairement parlant. Et en fait, on se pose souvent cette question-là de l'open science,
en aval de cette production de connaissances. C'est-à-dire qu'on va se dire comment on la partage, comment on rend les données ouvertes, comment on a des logiciels open source, etc. Enfin bref. Et on se pose plus rarement la question de l'amont de la production de connaissances. Donc évidemment, les recherches participatives en font partie, mais pas que. Et nous, à Exploratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un... Donc on est en train de le faire, donc là je le tease, je le spoil. On est en train de faire un poster de l'open science pour essayer de justement montrer quelle est la phase en aval et en amont. Et en fait, en amont, au-delà de faire participer les citoyens et citoyennes par ces recherches participatives, il y a aussi la question juste du choix des sujets et des orientations de la recherche, qui est la question en fait, de la démocratie scientifique, qui nous intéresse particulièrement et qui est aussi centrale par rapport à l'open science, des sciences ouvertes. Donc cette question de si les gens qui doivent prendre les décisions sont ceux qui auront à les subir, qui est un peu la base de la démocratie, d'une démocratie scientifique, eh ben, il faut voir à quel moment on peut inclure les citoyens dans ces prises de décision. Est-ce que si on va voir quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit il y a toutes ces recherches-là qui se font aujourd'hui en France, est-ce que celle-ci, elle te paraît aussi pertinente que l'autre, par exemple? Et peut-être, et encore une fois, c'est juste une expérience de pensée, tu as des gens qui vont se dire, là, une recherche sur le cancer, ça me paraît plus intéressant qu'une recherche sur la dynastie médiévale de je sais pas quoi. Sans faire de jugement entre les différentes sciences. Mais c'est juste, nous, on propose cette expérience de pensée parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire, et comme ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que juste la vulgarisation et de l'ouverture des sciences, qui est ultra importante. Et même, ça me permet de faire une sorte de boucle, de cercle. Parce que plus on va vulgariser, plus on aura sûrement des citoyens et citoyennes qui vont être capables de comprendre les sujets et peut-être d'émettre un avis dessus. Voilà. Et pas juste de dire, ça me dépasse, je ne sais pas quoi en dire, je ne sais pas trop pour ou contre. C'est marrant parce que, en fait, pendant que tu racontais ça, je me suis rappelé qu'à l'Institut Pasteur, ils nous font des articles, pour les donateurs, ils leur envoient une petite lettre où ils vulgarisent les sujets, etc. Et les donateurs peuvent choisir leur thématique préférée. Génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais maintenant, je comprends pourquoi ils l'ont fait. On voit que c'est les gens qui ont de l'argent là, qui choisissent, mais c'est déjà pas mal. C'est un début. C'est ceux qui financent la recherche, quoi. Mais du coup, j'ai oublié ma question. Oui, du coup, ça m'a fait penser quand on vulgarise la science, quand on parle de sujets scientifiques, généralement, on parle des résultats, mais on parle rarement de la recherche. On parle rarement du temps de la recherche, de la démarche scientifique qu'il a fallu avoir pour arriver à ces résultats. Et là, pendant la crise sanitaire, on a bien vu qu'on attendait des résultats immédiats. Est-ce que c'est plus virulent? Oui, non. Je veux la réponse tout de suite. Mais que font les chercheurs? Pourquoi on n'a pas la réponse? Les chercheurs, ils cherchent. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de ce temps long de la recherche. On est dans une culture de l'immédiateté. Et c'est difficile, en fait, d'expliquer cette démarche scientifique. Parce qu'en fait, comment? Oui, les gens attendent. Moi, petite anecdote, je travaille aussi à l'Institut Pasteur. Et bêtement, on doit traverser le campus et on doit traverser la rue. Et pendant la crise du Covid ou l'après, quand tout le monde cherche un vaccin, on s'est fait arrêter par des gens qui nous ont crié vous faites quoi? Vous travaillez pas, etc. Alors que c'est vrai, justement, même si, moi, je ne travaillais pas sur ça, mais les gens, ils attendent vraiment à tout de suite, la recherche, etc. quoi. Donc, oui. Alors qu'en fait, ça cherche tout le temps. Ça cherche, ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais c'est difficile, et c'est vrai que je ne sais pas si c'était aussi classique que ça avant, que des scientifiques aillent sur un plateau pour dire ça, on ne sait pas, on cherche, mais on ne sait pas pour l'instant. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on sait. Mais la réponse à cette question-là précise, on ne l'a pas. Parce que finalement, on a besoin de donner des réponses avec Internet. J'ai l'impression que... Voilà, c'était une petite réflexion comme ça. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le choix démocratique des sujets de recherche. J'aurais deux questions là-dessus. J'aurais deux questions là-dessus. Déjà, est-ce que c'est un sujet que vous voyez que à votre niveau local, ou c'est quelque chose que vous aimeriez carrément passer à un niveau quasiment politique finalement, quitte à aller à l'Assemblée ou j'en sais rien, whatever, ou c'est par contre que autour de vous que vous faites ce côté choix démocratique de la recherche? Si tu veux poser les deux questions en même temps, est-ce que je les retiens? Bien sûr, la deuxième question est sauf si elle n'a rien à voir. Polémique. Polémique, j'irai peut-être pas jusque-là, mais qui dit choix démocratique de la recherche dit choisir les sujets qu'on recherche, faire choisir les sujets de recherche par des citoyens
entre guillemets non éclairés, ce qui n'est pas forcément grave, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire ne pas faire de recherche sur des sujets qui sont importants mais pas populaires? Ah ouais, c'est 2 très belles questions. Déjà sur la deuxième, en effet, toute la question elle est là. Et nous, on n'a pas la réponse. C'est pour ça d'ailleurs on se définit un peu comme une sorte de think tank, de société savante, où on se pose la question de se dire, ok, ça nous paraît intéressant qu'il y ait des citoyens qui prennent part à ces choix d'orientation scientifique, mais on ne sait pas forcément comment faire. Et on ne sait pas quelle est la meilleure manière. Parce qu'en fait, cette notion de citoyens non éclairés, elle est évidemment centrale parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être tous experts. Même les scientifiques entre eux, ils sont experts que de leur sujet ultra précis, quoi. Bien sûr. Donc il y a plein de méthodes à trouver. Mais au moins, nous, ce qu'on défend, c'est qu'il faut qu'on se pose la question. Parce que très peu de gens se posent la question. Et donc, en fait, du coup, donc là, je reviens, transition parfaite sur ta première question, qui est à quel niveau on veut le déployer. Nous, on a discuté directement. Alors, on a beaucoup de chance, parce que dans l'équipe, alors, je ne sais pas si on le voit. Si, on le voit là. Renaud, qui travaille avec moi. Incroyable, les petits détails que vous avez fait derrière, c'est magnifique. Est passé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parce qu'il a été à la coordination de la Fête de la Science. Et on a pu du coup directement travailler avec Nicolas Ngo, qui est le directeur du département Sciences Société. Pour le sujet de ce soir, c'est parfait. Parce qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de directement pouvoir présenter ces idées-là à des gens pour qui c'est le métier au jour le jour. Un métier politique, qui est vraiment la chose politique, mais au sens noble du terme. Le fait on est ensemble, on passe du jeu au nous, la chose publique, etc. Qui nous paraît ultra importante. Et de savoir qu'au ministère, ils réfléchissent aussi à ça. Il y a un département Open Science qui est totalement dédié à ça. C'est important, mais du coup, on voit bien, et on n'a pas du coup de honte à le dire, mais c'est un peu dommage parce qu'eux s'arrêtent, et on leur a dit, à cet aspect vraiment aval de la recherche. Une fois que la recherche est faite, on va partager les données, les logiciels, etc. Mais en amont, à part les recherches participatives, encore une fois, ça s'arrête à là. Et il y a un peu ce côté culturel, on se dit, ouais, c'est bien, mais en fait, on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a d'autres choses à faire qui pourraient être ultra intéressantes. Dont le choix des orientations. Je reviens encore. Mais quelle question épineuse, quoi. Ouais. Désolé. Pas facile. Clairement, et d'ailleurs, ça fait discuter, parce que la question démocratique, elle est sympa, mais en même temps, sujet important à éviter, mais important pour qui, qu'est-ce qui est important selon les gens? Est-ce que finalement, les sujets qui préoccupent les gens, c'est pas les sujets importants, mine de rien? Enfin, après, je ne sais pas ce qu'on dit dans le chat, mais c'est les premières réflexions. C'est exactement la question qui est écrite mot pour mot dans le chat. De Haslor, voilà. Et bien, Haslor, nous sommes connectés. Donc, qui définit l'importance? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui est important est ce qui préoccupe les gens? Typiquement, la santé. Après, c'est pas un hasard si les financements, on le voit au niveau des financements. Typiquement en microbiologie, vu que c'est mon domaine, des bactéries qui ne sont pas pathogènes, elles n'auront jamais de financement. Et pareil, désolé, mais le coronavirus, avant de trouver un coronavirus dangereux, les équipes qui bossaient sur le coronavirus, elles n'avaient pas beaucoup de financement non plus. Donc, qui définit Je me souviens, il y avait ça date il y a quelques années maintenant, mais j'avais vu une étude qui avait chiffré les moyens financiers qui étaient attribués à certains domaines de recherche en santé par rapport au nombre soit de morts, soit d'espérance de vie en moins sur la population. Et on voyait qu'en fait, c'était pas du tout corrélé. C'est plutôt des intérêts, c'est plutôt l'intérêt direct par rapport à la sensibilité des gens qui a tendance à davantage toucher les gens, ou alors ou les personnes qui ont plus de moyens financiers aussi. Par exemple, le cancer est extrêmement bien financé. Oui, bien sûr. Le sida aussi. Sûrement aussi, oui. Ouais. Le SIDAction et toutes les initiatives comme ça. Ouais. Alors qu'il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui sont moins courantes, mais qui représentent aussi
important risque sanitaire en termes au niveau de la population. Et ça, c'est... Est-ce qu'on doit vraiment faire en sorte que ça y colle ou pas? On retrouve de toute façon cette même problématique dans la protection des espèces. De façon générale, on a tendance à faire les espèces, à protéger les espèces mignonnes, exactement, qui vont faire le plus attirer l'attention du public en fait, et donc potentiellement les financements. Et on appelle ça d'ailleurs les espèces parapluies, c'est-à-dire que c'est elles qui protègent. Voilà. Et après, ça goûte autour. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je vois sur la recherche médicale. C'est la même problématique que l'appliquer contre le fondamental. Parce que finalement, l'appliquer, on comprend à quoi il sert, mais le fondamental, potentiellement, il aura une utilité, mais on ne sait pas encore laquelle. Bon, on a envie de financer l'appliqué. Pas le fondamental. Malheureusement, oui. Sauf si le fondamental amène à l'appliquer. Oui, mais il amène toujours à l'appliquer, c'est juste qu'on ne le sait pas dès le début. Oui, c'est ça, c'est voir plus loin. Il faut l'écrire dans le financement. Par exemple, si le fondamental, c'est de l'astrophysique, ah oui, pardon. C'est vrai qu'il y a des disciplines un petit peu... Il y a du fondamental plus joli, malheureusement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un élément que je voulais mentionner, pour un peu élargir, parce que là, on parle de priorisation au sein d'une discipline, mais même... parler de priorisation des disciplines, parce que l'intérêt du public pour effectivement l'astro, pour la bio, ou pour ce genre de trucs, ça marche bien. Quand on commence à parler de sciences sociales ou d'histoire, ou limite d'histoire, c'est peut-être un peu mieux, mais alors des sciences sociales. C'est moins concret, donc tout de suite les gens ils ont du mal à... Comment on avance la recherche en sciences sociales avec un modèle 100% démocratique en fait? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent. Alors qu'on a parlé de plein d'exemples, il n'y en avait, je crois, aucun en sciences sociales. Alors peut-être parce que juste, c'est pas ce que vous touchez, c'est pas grave, chacun sa spécialité, tout le monde n'est pas obligé d'en faire, mais je trouvais ça un peu... Voilà, c'est souvent le grand absent, finalement. Grand absent ou grand présent, en fait, parce que finalement, le sentiment de les sciences, c'est pas pour moi, je pense qu'on l'a beaucoup moins avec les sciences sociales, parce que les gens comprennent, c'est leur vie, en fait, dont on parle. Ils peuvent interpréter... Faut-il comprendre que c'est effectivement ça les sciences sociales et pas des gens qui font des facs sans débouchés pour reprendre les clichés habituels que j'aime pas, donc je les encourage pas. Je pense que ce qui est important, c'est pas ce que c'est, mais ce que les gens pensent que c'est, au final. Oui, donc, je pense que les sciences sociales sont très présentes partout. Mais qu'on ne donne peut-être pas assez la parole effectivement aux chercheurs en sciences sociales. Prochain épisode de Cordy, on pourrait développer ça en soi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire comme épisode. Ça peut être De manière générale, je me demandais si les scientifiques, question pour tout le monde, si les scientifiques, non mais tu connais des scientifiques, veulent aller au contact du grand public. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du scientifique d'aller discuter avec des gens qui ne connaissent pas leur domaine? Déjà, il n'est même pas formé à ça. Non, il n'est pas formé à ça. C'est un des grands soucis. C'est-à-dire que moi, je passais par un truc assez classique, prépa, licence, master. Et à aucun moment, j'ai eu des cours de communication, par exemple. Ni de médiation, de vulgarisation, de démocratisation, etc. Alors que pourtant, j'ai eu des cours de start-up et tout. Donc, on ne nous apprend pas tout ça déjà. Et donc, du coup, voilà, il y a déjà un problème, un décalage culturel parce qu'on forme des personnes qui sont à la recherche, à la science, qui ne sont pas formées à la partager. Donc, c'est déjà un peu problématique par rapport à ça. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand... chez les stagiaires, chez les doctorants, doctorantes, il y a quand même cette motivation. On sent qu'il y a cette génération assez jeune, etc., qui est ultra ouverte au réseau et qui aime bien un peu aussi le côté associatif, qui fonctionne quand même vraiment bien en ce moment, et qui est prête à faire cet effort de faire des choses à côté, etc. On a même vu très récemment ma thèse en 180 secondes, qui a fait beaucoup parler d'elle encore une fois, et qui attire de plus en plus de gens, même si le modèle est encore peut-être à repenser. Donc voilà, il faut trouver des choses qui attirent ces personnes-là à faire des choses à côté, parce que faire un doctorat ou même juste être dans la recherche, ça prend beaucoup de temps, même beaucoup de charge mentale, etc.
tant qu'on n'a pas le temps ou l'argent dans les financements, on ne peut pas le faire parce que du coup, il n'y a juste pas la place, on n'est pas formé, etc. C'est compliqué, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut repenser aussi bien les structures, les équipes, les institutions. Et c'est nous aussi ce qu'on fait avec l'Explorateur. Là, j'en place pour me replacer dans la conversation. C'est que, par exemple, on va voir l'Institut Curie, l'Institut Pasteur aussi, et on leur dit, écoutez, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez ni l'argent ou ni le temps de faire. Et nous, on essaie de se positionner à cet endroit-là pour récupérer vos images, par exemple, et les mettre dans des centres d'art sur Internet et sur YouTube. Et eux, ils sont en mode, ah mais c'est génial, ok, cool, faites-le. Faites-le, parce que comme ça, nous, on n'a plus besoin de le faire. Juste, on vous supporte, on vous dit oui, on signe les contrats. Vulgarisation du service, un peu. Voilà, exactement, ouais. On se positionne aussi comme cette interface-là, donc ce qui est important pour nous. Et vous faites ça pour tous les types de sciences ou que les domaines que vous connaissez un petit peu? Très bonne question. La question des sciences sociales. Nous, elles sont évidemment... je laisse en tête. Évidemment, nous, on est proche de nos thématiques de base, mais les sciences sociales, elles sont ultra importantes parce qu'en fait, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que nous, on les positionne partout, mais peut-être sans trop le dire. C'est-à-dire que, notamment pour Cell Words, où on a l'impression qu'on parle que de biologie, de microscopie, etc., en fait, il y a une étude qui est celle de Dan Kahn, qui est, je crois que c'est Science Curiosity et Science Politics, où il étudie quelle est la différence entre juste l'intelligence pure et nos motivations, etc., versus la curiosité scientifique, et à quel point notre intelligence ou nos orientations politiques peuvent influencer des choses, alors que la curiosité a tendance, elle, à nous ouvrir plus. Et on la positionne comme étant la première phrase de notre livret pédagogique de Cell Words, parce qu'on se dit, regardez, on voit bien que juste donner des chiffres et des informations à des gens, ça marche pas trop bien, alors que juste les rendre curieux, on balaye beaucoup de choses, et notamment sur la reconnaissance, l'égalité des chances, etc., quoi. Donc en fait, ces sciences sociales-là, elles sont présentes partout, mais peut-être qu'on ne le met pas assez en avant, ou en tout cas, on ne dit pas, nous on ne dit pas, regardez, les sciences sociales nous aident pour Cell Words. Donc ça pose cette question-là. Mais c'est sûr que quand on est vulgarisateur ou journaliste, on est obligé, parce que c'est le métier qui veut ça, de sortir de nos sphères d'expertise. Et donc du coup, on est obligé d'aller voir des nouveaux sujets, de les comprendre, etc. Et c'est encore plus compliqué que juste être dans son domaine où on se sent bien, mais du coup, on ne sort pas forcément de ses connaissances. Mais il faut oser quand même, parce que le jeu en vaut la chandelle. Et plus on mélange les sciences, plus on aura des choses intéressantes, je pense. Alors, Cell Words, il y a une exposition. Oui, pardon, je l'ai peut-être pas dit. Mais qui est à Toulouse, c'est ça? À Bordeaux. Bordeaux. Pas très loin. Pardon. C'est à la fois un documentaire, c'est ça, pas de souci, un documentaire et une exposition, donc on voit la petite image juste derrière. Je me décale pour la voir, génial. Ouais. Si vous connaissez l'Atelier des Lumières à Paris, où on rentre dans la salle et on a des œuvres, des peintures qui nous immergent, et il y a le même concept à Bordeaux, qui est le bassin des Lumières, qui est une ancienne base sous-marine. Et là-bas, c'est génial parce que le sol est miroir, réfléchissant. Et donc, quand on entre, l'immersion, elle est totale. Donc, on entre dans les images de microscopie. Et on est totalement dans ce monde nouveau qu'on n'a jamais exploré entre nos neurones regardent des neurones. On aime beaucoup dire cette phrase-là. Et on est vraiment de quelque chose de très introspectif, en tout cas une vraie mise en abîme. Et ça me permet aussi de rebondir, je finis sur ça, sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le fait de... On montre que les résultats de la recherche, mais on ne montre pas tout le travail qu'il y a derrière. Et Cell Words, c'est ça, c'est montrer tout ce qu'il y a derrière, et notamment les images. Pas mal des images qu'on présente dans Cell Words, dans l'exposition ou dans le documentaire, sont juste des images qui sont perdues dans les disques durs, mais qui ne seront jamais publiées parce qu'elles n'ont pas la pertinence d'une information scientifique. Et notamment quand les images sont publiées dans les articles, souvent elles ont du copyright et on peut moins bien facilement les utiliser. Alors que là, ces images, elles dorment et on dit mais attends, il faut les utiliser, quoi. Elles sont magnifiques, etc. Mettons-les quelque part. Donc c'est aussi ça, et c'est aussi du coup la culture des choses non publiées, non publiables, voilà, de tous les résultats qui ont mené à un résultat, une connaissance. Et derrière, il y a eu plein de choses, et c'est cool de les mettre aussi en valeur. Voilà. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir cette expo à Paris? Oh, j'adorerais. Ah ouais? J'adorerais. Pour l'instant, j'ai pas de scoop à vous donner. On négocie. On a des bons retours, mais pour l'instant, il faut attendre. Mais si vous voulez, peut-être on l'Atelier aura... des Lumières. C'est l'Atelier des Lumières ou des grands... Enfin, j'imagine que peut-être pas te dire, mais... Ouais, il y a des choses que je peux dire. Aujourd'hui, on essaie de mettre sur d'autres médias, parce qu'on a fait l'exposition, on a fait le documentaire. Alors là, je spoil encore une fois, voilà, je donne des infos comme ça. On essaie d'aller au cinéma et sur l'événementiel. Et donc, du coup, ça se ferait à Paris.
mais on ne dit pas le lieu encore, etc. Mais Wow. c'est en construction. Voilà. C'est top. C'est intéressant. On arrive au bout. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'ai une rapide question, si possible. Oui, on a encore le temps, de toute façon, il est 40. Ça va. Moi, souvent, les gens, quand ils parlent de science, quand on leur dit science, donc on pense souvent les sciences dures. Donc on dit, voilà, c'est mécanique, c'est la biologie, la microbiologie. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu disais, c'est qu'on a l'impression que la science, c'est plus que les sciences dures, mais c'est aussi la créativité, comme c'est la curiosité. Et donc, moi, je me demandais la place donc, de la créativité aujourd'hui dans la science, justement, que vous utilisez aussi pour faire vos vidéos sur YouTube ou sur des films comme ça, quoi. Est-ce que maintenant, être scientifique, c'est aussi être créatif et est-ce qu'on en a besoin même tous les jours, quoi? Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être chercheur. Je me suis arrêté à la licence, donc j'avoue que je pourrais pas vraiment répondre à cette question-là. Mais ce que j'ai voulu explorer, notamment sur le Sense of Wonder, à travers une série en particulier qui s'appelle Science-Fiction, c'est l'interaction entre la science-fiction et les sciences. Vraiment des auteurs qui sont allés se documenter sur ce qui se faisait en science à leur époque pour créer leurs œuvres. Et de la même façon, des scientifiques qui décident de devenir auteurs ou de s'inspirer pour leurs travaux de recherche d'œuvres de vulgarisation scientifique, d'œuvres de science-fiction. Et je trouve je trouve cette interaction en fait entre science et fiction très fertile. Faut surtout pas voir bien sûr ces auteurs et ces scientifiques comme des prophètes dont la prophétie se réalisait a posteriori. Non, au final ce sont des gens qui se sont intéressés sur ce qui se faisait à leur époque, qui l'ont interprété d'une certaine manière, de façon soit très inventive, soit qu'ils l'ont mal comprise, donc ils en ont fait quelque chose d'assez différent. Et au final, ça peut donner des choses assez inattendues. Peut y avoir des retombées très, très intéressantes au niveau artistique, bien sûr, mais au niveau scientifique aussi. Et ça, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus, et je trouve ça assez fascinant. Ok, j'avais une question. Désolé, il y avait une caméra qui a plus de batterie. Du coup, pour l'écran noir, c'est normal. J'ai éventuellement une autre question, parce que tout à l'heure, tu mentionnais... On a le temps? Oui, on a le temps. Terence, notamment, tu mentionnais tout à l'heure le fait que les chercheurs n'étaient pas formés. Pardon, j'ai spoilé ma question. Pourtant, beaucoup sont forcés à faire de la vulgarisation, parce que j'ai entendu parler de nombre d'institutions qui insistent un petit peu, beaucoup vers MT 180 d'ailleurs, vers ma thèse en 180 secondes, pardon. C'est un peu paradoxal. Donc, on leur demande de faire de la vulga, de toucher au grand public, etc., mais on les jette comme ça sans filet. Pouf. Moi, je trouve que c'est récent. Le fait que ce soit accepté déjà de prendre du temps pour faire de la vulgarisation, c'est récent. Hein. Oui, et ça commence tout juste à être valorisé, donc je connais peu de labos où ils te forcent. Hein. D'accord. En tout cas, mauvais retour, c'est possible. Ouais, bien sûr. C'est peut-être sporadique, tu vois. D'accord. Ouais, mais cette culture-là aussi en entreprise ou dans les institutions, c'est ce côté-là de... Ok, un vulgarisateur, une vulgarisatrice, c'est juste un youtubeur dans sa caméra, quoi. Et c'est pas des gens qu'on paye, par exemple. Ça paraît un peu bizarre, tu vois. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui avait sur la question d'Amaury. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre. C'est que on a aussi besoin, et moi, en tant que au niveau du Café des Sciences, on essaye de mettre ça aussi en place, d'être quasiment un syndicat un peu des vulgarisateurs pour la reconnaissance du métier, parce que en effet, on a l'impression que c'est facile de juste parler de quelque chose, de le rendre accessible, compréhensible pour tout le monde et de condenser le message, alors que c'est un vrai métier, quoi, avec des règles de l'art, une façon de faire, etc. Tout comme on lâcherait pas un journaliste devant la caméra super rapidement, il faut faire pareil avec la vulgarisation, et parce que les deux métiers déjà sont ultra proches. Et du coup, juste pousser des chercheurs à en parler, ils vont peut-être aller au casse-pipe parce que derrière ils vont pas être formés, ou ils vont pas se poser la question du public qu'ils ont en face d'eux, donc peut-être qu'ils vont
dire des mots parce qu'ils pensent qu'ils sont pertinents, mais en fait le public derrière il va juste rien comprendre parce que les mots sont trop compliqués, mais juste parce qu'il n'aura pas eu le réflexe de se demander. Enfin voilà, il y a toute une méthode à avoir. Je pense que tout le monde peut être vulgarisateur, mais tout comme tout le monde peut être scientifique, mais il faut juste suivre les bonnes méthodes, quoi, les bonnes règles. D'ailleurs, à ce sujet, aux gens qui veulent être vulgarisateurs, si vous connaissez la chaîne SAI+, c'est une valeur sûre, faite par Viviane Syllabus, qui a une chaîne dédiée aux vulgarisateurs qui veulent devenir de meilleurs vulgarisateurs. C'est un bijou. Voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein, c'est de la méta-vulgarisation. C'est totalement de la méta-vulga, c'est de la vulga de la vulga, clairement. C'est ça. Et c'est très intéressant, j'ai dévoré ces vidéos. Pour rebondir quand même là-dessus, c'est vrai que les écoles doctorales poussent de plus en plus aux initiatives de vulgarisation. D'aller communiquer auprès de lycéens, auprès de divers publics en fait, et sans forcément former, mais ils proposent des formations. Oui, mais voilà, ils le valorisent, donc ça c'est déjà un bon début. Il y a aussi quand même pas mal de monde qui, après la thèse, commence à réfléchir à devenir médiateur scientifique ou vulgarisateur scientifique, sans forcément connaître la différence, mais ça c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous avez une petite réponse rapide? Vulgarisateur, médiateur, c'est quoi la différence? Nous, quand on me la demande, on dit très rapidement que la vulgarisation, c'est quelque chose de plutôt descendant, où tu as quelqu'un qui est éloigné de son public, qui va juste délivrer le message, mais avec un public qui aura déjà envie de le voir. C'est notamment ce qui se passe sur YouTube, où les gens vont voir les vidéos d'eux-mêmes, alors que le médiateur aura plutôt quelque chose d'assez d'horizontal, et c'est plutôt des gens qu'on trouve dans les musées, parce que du coup les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont voir, et ils ont besoin qu'on leur apporte la connaissance de manière plus personnalisée. Donc il y a ce côté personnalisation chez le médiateur, nous notamment dans les musées, alors que sur Internet, un vulgarisateur, il va donner l'information la même pour tout le monde. Quand tu regardes une vidéo, peu importe qui tu es, tu vas la voir de la même manière, quoi. Nous, c'est comme ça un peu qu'on présente la différence entre médiation et vulgarisation. D'accord. Mais il y a d'autres manières de le définir. Hein. D'accord. Dans le même genre, très rapidement, quelle est la différence entre du journalisme scientifique et de la communication scientifique? Pour toi, Étienne. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance de faire les deux. Alors d'abord, en tant que journaliste, on travaille dans un média, donc vraiment un journal. Ça peut être un journal papier, ça peut être un journal télévisé, à la radio aussi. On peut travailler sur tous les médias traditionnels. Après, pour ce qui est de la communication, on travaille pour une institution. Donc ça va être une institution de recherche directement. Donc par exemple pour moi dans mon cas c'est le CNES, ça peut être mais il y a aussi l'INSERM, il y a aussi le CEA, on peut parler aussi de l'Institut Pasteur, donc il y a beaucoup de il y a un besoin, bien sûr, une demande de la part de ces institutions d'avoir des rédacteurs ou des journalistes reporters d'images qui font des sujets à proprement parler éventuellement sur de l'actualité, mais de façon plus générale sur la façon dont la recherche se passe à l'intérieur, qui du coup valorise. Ils ont en fait un contrôle sur ce qui est produit, c'est validé en interne, là où les journalistes sont plus indépendants. Mais du coup, il y a aussi autre chose qui intervient, c'est que du coup, puisqu'il n'y a pas forcément de relecture de la part du côté des journalistes, peut y avoir aussi quelque chose de plus de moins rigoureux au niveau scientifique. Je me souviens qu'il y a beaucoup de scientifiques qui en général sont assez insatisfaits de la façon dont leur travail est représenté dans les médias. C'est assez courant malheureusement. Donc la communication scientifique de ce côté-là est assez différente. Okay. Je pense que c'est la fin. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver, Terence? Alors, sur Internet. Non, on a... Voilà. Donc, il y a le site de l'Exploratoire, donc juste vous tapez l'Exploratoire avec le L tout attaché, .earth, parce que .com c'est démodé.
.ter enfin en anglais. Ou sinon on a aussi donc, pour Cellwards, c'est sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Explorers, parce qu'on est maintenant on est un collectif de 3. Les 3 personnes qui ont fait avec moi, enfin on est tous les 3 sur Cellwards, Renaud, Yuen et moi. Donc maintenant on est passés tous les 3 sur la chaîne. Donc Explorers, voilà, avec un S à la fin. Très bien. Et Étienne, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et dans mon cas, donc déjà sur le Sense of Wonder, oui, sur YouTube. Et donc j'ai aussi un compte Twitter, le Dolé. Et puis pour les articles et les pages missions que je rédige pour le CNES, c'est sur la bibliothèque des projets du CNES. Très bien. Sur le site internet du CNES.fr. Amaury? Alors me concernant, on peut me retrouver ici déjà sur cette chaîne de temps en temps. Donc là vous avez déjà l'adresse, a priori c'est plutôt pas mal. Vous également sur Twitter, @amaurypi, sur Zest de Savoir, sur potentiellement des festivals à venir, j'en dis pas plus pour l'instant, mais comment? Génial. Pour parler Je react, c'est pour ça. De mathématiques potentiellement, mais il y a des choses qui se préparent, bref, ça on verra. Et voilà. Et sur Instagram aussi. Check mon Instagram. Pour avoir des photos de moi. Non, il n'y a pas grand chose. Non, blague à part. Non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Alexandra? Et moi, sur Twitter, Alex avec un E, -MRE. Et sinon, sur la BD, si vous voulez savoir un peu plus de mon projet de thèse, en des termes assez compréhensibles, vous pouvez trouver ça. Je crois que le PDF a déjà été mis, donc tout est bon. Il a circulé. Il a circulé. Et donc moi, sur Twitch, Thiadriel et Twitter, Thiadriel1. Voilà. Est-ce que donc, on peut trouver sur Thiadriel 2? Je la double version. Je pense C'est la version de Ok, je vais le réserver. Donc on remercie chaleureusement Sage Bleu en régie. Bravo la régie. Merci Bravo la régie. Tu as géré les imprévus. C'est pour une première, Ouais. c'est pro. Sage Bleu qu'on retrouvera sur ce plateau la semaine prochaine avec Amaury. Normalement. Alors il est possible que je passe en régie pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, mardi, 19h, si tout se passe bien. Et puis en attendant, bonne